News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Quel plaisir mes amis de vous retrouver aujourd'hui 19 mars. Je sais même pas si c'est pas le jour du printemps d'ailleurs. C'est souvent le 19, le 20 ou le 21, ça dépend. Demain ? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Le 20. Justement, le 20 demain, ça sera notre anniversaire. On aura 1 an. Donc on a le plaisir déjà d'être là depuis 1 an avec vous et vous êtes toujours de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Alors aujourd'hui, justement, pour fêter tout ça, on avait dit 2 c'est pas mal, mais 3 ça sera encore mieux. Alors nous sommes 3. Aujourd'hui, on a Marc Ménessier. Alors peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, sauf si vous êtes ou étiez lecteur du Figaro. Tu as travaillé au Figaro jusqu'à quand ? J'ai arrêté il y a 2 ans, juste avant le confinement. C'était bien tombé, tu vois. Donc toutes les semaines, il écrivait des articles sur le jardinage. Donc vous allez voir, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde du jardin. Et non seulement il était sur le papier du Figaro, mais il faisait aussi sur l'Internet. Donc l'Internet, ça lui a donné envie de rester sur Internet. Et aujourd'hui, tu as un site qui s'appelle Trouve Plante. Alors je trouve que c'est intéressant d'être en relation avec des pépinières et de nous permettre à tous les passionnés de plantes de trouver les végétaux qu'on a envie. Ah bah oui, tu as parfaitement résumé le principe. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est un site que j'ai repris après justement avoir quitté le Figaro, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Bernard Merlet, qui a créé ça il y a une dizaine d'années, qui a pris la suite du 38 000 plantes édité par la SNHF, un bouquin dont la dernière édition remonte, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et lui, il a mis ça sur Internet, justement. À partir de 2010, il a décidé d'arrêter parce qu'il a un très beau jardin dans les Deux-Sèvres, près de Niort. Il cherchait un repreneur et ça tombait bien, donc j'ai repris ce site. Bah c'est bien. 250 pépiniéristes de France, hein, simplement ? Non, pas que seulement de France, il y a aussi pas mal de Belges. Ils ont de très belles pépinières, vraiment. Les étrangers, en fait, c'est ceux qui viennent aux grandes fêtes des plantes, comme Saint-Jean-de-Borgard ou Chantilly, parce que le Trou-Plante est présent à ces fêtes des plantes. Je fais à ces occasions un sous-ensemble de ma base de données, avec uniquement les pépiniéristes présents. Je leur attribue le numéro qui est leur numéro de stand, et les gens viennent me voir. Voilà, si vous cherchez une plante, vous avez www.trouveplante.com, ça s'affiche pour ceux qui regardent la vidéo. Nous sommes le 78e jour de l'année, il reste combien ? 287 jours, mon cher Marc, avant le nouvel an. Ça c'est mon calculateur prodige qui est toujours en face de moi. J'ai un métier dans la vie. 29e jour du signe astrologique des poissons et pas des poisons comme j'ai écrit. Attention, 29e jour aussi du mois de Ventose dans le calendrier républicain français et qui y a associé le frêne. Eh oui. Alors le frêne, c'est un arbre que tu connais bien. Ah oui, que j'adore. Oui, que j'ai coupé. Ce frêne, c'est un bel arbre, hein, on peut le rappeler d'ailleurs. Hein. Beau petit bourgeon tout noir, juste avant que les feuilles sortent, il est très joli. C'est un bois qu'on utilise régulièrement. Il a un tout petit défaut en ce moment, c'est qu'il a une bestiole. Enfin, c'est pas une bestiole. Un champignon, je crois. Un champignon, oui. Alors attention, ça s'appelle la chalarose. Alors moi, j'ai tendance à dire la calarose parce que c'est Calara fraxinea. Donc le nom scientifique de la bête, qui n'est pas une bête mais un champignon. Mais c'est vraiment un peu dramatique. Alors je voulais vous interroger, mes amis qui êtes des botanistes émérites, puisque nous avons cet arbre de la famille des oléacées. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante dans la famille des oléacées qui vous intéresse ou qui vous interpelle ? On va dire qu'il y a l'olivier. L'olivier, oui. Oléa. On comprend, on évolue. La semaine dernière, on disait astéracées, etc. Là, on est sur les oléas, donc oléacées. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a le forsythia, c'est le moment. Hein. Oui. Il y a le forsythia. Une autre qui va fleurir bientôt, très, 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 très connue. C'est pas la pâquerette, c'est sûr. Le lilas. Ah, le lilas, mais oui, c'est vrai. Le troène, non ? Je dis une bêtise. Oui, l'illustrum, ça fait partie des oléacées. Oui, tout à fait. On y arrive, vous voyez. C'est quand même la 5e essence forestière du territoire. Pour 82 millions de mètres cubes sur pied évalués, c'est quand même beaucoup. Et le nom Fraxinus, donc qui a évidemment été donné par Linné, vient de lances. Parce que les lances des soldats étaient fabriquées en bois de frêne et
dans la fameuse Iliade d'Homère, on dit que le javelot d'Achille était en frêne aussi, donc je pense que ça devait être quelque chose de fort. Et Ovide, donc dans les Métamorphoses, le nomme l'arbre au javelot. Donc c'était vraiment certainement l'arbre dont on faisait les lances à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il y a comme anniversaire ? Le 19 mars 1968, c'est la naissance à Harrisburg, en Pennsylvanie, aux USA, de Stephen Sillett, un botaniste que tout le monde connaît, bien sûr, mon cher Marc. Je ne connais plus. Vous avez tort de ne pas le connaître, ce garçon-là, qui n'est pas si vieux que ça, puisqu'il est né en 68. C'est pas 1868, mais 1968. Ça nous change. Et c'est certainement le spécialiste mondial des séquoias. Et non seulement des séquoias, mais de ce qui se passe là-haut. Parce que lui, il grimpe jusqu'en haut des plus grands séquoias, et il a étudié la canopée de la Redwood Forest en Californie. Et il est aujourd'hui donc un des naturalistes qui connaît le mieux ces immenses géants. C'est un petit peu un pléonasme, un immense géant. Et il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le Grove of Titans, donc le lieu des titans. Et il n'y a pas longtemps, c'était en 98. Et dedans, il y a des grands séquoias. Alors, on n'est pas sur séquoia dindron, on est sur séquoia sempervirens, mais le Lost Monarch, ils ont des noms incroyables, 98 mètres de haut, et le Del Norte Titan, 94 mètres de haut. Donc des arbres qui étaient inconnus jusqu'à 1998. Un petit dicton pour... Oui. À la Sainte-Joséphine, le jardinier est rempli d'adrénaline. Oui, parce qu'il est énervé tellement comme une puce. Il faut y aller. On a tous connu ça. Alors, on connaît ça tous les ans. Je vais vous donner un vrai dicton, mais que vous allez peut-être pas comprendre, parce que c'est un peu en vieux français. À la Saint-Joseph revient la ronde. Alors déjà, ça rime bien. Oui, ça rime pas forcément toujours. Oui, la ronde. C'est quoi ? L'hirondelle. Exactement. Moi, je pense c'est le vieux nom de l'hirondelle. Exactement. Et la voiture, effectivement, a pris le nom de l'hirondelle. Mais maintenant, on pense à la voiture, la ronde. Alors, pour les plus anciens. Oui, ça, c'est pour les très anciens, là. Et il y en a un autre, mais je ne sais pas si Roland va l'accepter, celui-là. Qui veut bonne melonnière à la Saint-Joseph doit la faire. Est-ce que tu sèmerais tes melons maintenant ? À l'abri. À l'abri. On ne demande pas de les semer dehors. Mais c'est pas précisé dans le dicton, donc oui, on a commencé. On sert bien chauffé quand même. Mais ça veut dire qu'il faut même en intérieur. Oui, en intérieur. Ça veut dire, mes amis, qu'il faut les faire assez tôt. Oui. C'est Pascal qui enchaîne. Pascal qui a une question qui dit « De la rouille du gazon s'est développée par endroits. Est-ce un danger pour ma pelouse ? Faut-il mettre un traitement sur les emplacements contaminés ?» On n'est pas dans une rouille, mais dans des... Parce qu'il y a des rouilles un peu spécifiques, comme la rouille jaune du paturin, la rouille couronnée, la rouille brachypode, etc., qui sont des maladies que personne ne connaît. Franchement, sur le gazon... on va voir ce que notre ami en pense, mais moi je trouve qu'il ne faut pas fantasmer sur les maladies du gazon. Je suis d'accord. Quand on est professionnel, peut-être, mais bon. Moi j'en ai eu, mais ça passe tout seul. Souvent c'est à la fin de l'été. Mais à part sur un green de golf, autrement on s'en fout un petit peu. Quoi. Oui, c'est ça. Le gazon crèverait. Ça peut faire des taches de dessèchement. Au début, toutes ces maladies cryptogamiques des gazons, ça jaunit un peu la graminée. Parfois on a tendance à se dire c'est normal, on n'a pas assez arrosé, etc. Mais non, quand ça dure, et surtout quand ça grandit et que ça finit par se dessécher, ça peut être embêtant. Il y a une méthode imparable pour éviter ça, c'est de s'assurer que le gazon est arrosé régulièrement, parce que les rouilles, elles apparaissent sur des alternances de périodes sèches et des périodes humides, et aussi sur des températures plutôt élevées, jusqu'à 25 degrés. Oui, donc à la fin de l'été, quoi, typiquement. Oui, comme tu disais... Moi, c'est à cette période-là que je le vois. À la limite, ce que vous faites, vous tondez plus fréquemment, vous ramassez. Alors ça, oui, il faut ramasser pour pas que ça continue à se développer. Comme ça, vous allez évacuer un petit peu ce qui a été abîmé par le champignon. Et puis après, peut-être, éventuellement, une fois qu'il est un peu reparti, un tout petit peu d'engrais gazon, mais il ne faut pas exagérer. Oui. C'est absolument pas grave. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
Vous avez devant vous le spécimen du jardinier naturel et vous avez devant vous l'autre spécimen du jardinier pas non naturel, mais un tout petit peu plus distant par rapport à certaines pratiques et notamment ce dont nous allons parler maintenant, à savoir les purins. Les purins, qui sont des macérations, des infusions ou des décoctions de plantes, ont pour certains toutes les vertus du monde. On nous a même demandé si c'était pas désherbant, etc. Je voudrais qu'on fasse un peu le point là-dessus. Je voudrais que vous apportiez votre expérience les uns aux autres et votre position par rapport à ça. Donc, je rappelle, ce qu'on appelle purin, entre guillemets, c'est une macération généralement assez longue, de plusieurs jours, de plantes dans un récipient. On conseille d'éviter le métal, je ne sais pas pourquoi, si c'est corrosif ou quoi. En général, la dose moyenne pour l'ensemble de ces purins, c'est 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau. On filtre ensuite et on dilue. J'estime que c'est essentiellement des produits soit stimulants, biostimulants on dirait pour faire bien, soit fertilisants, mais en aucun cas que ce sont ni des insecticides, ni des fongicides, et encore moins des herbicides. Maintenant, à vous de vous dire. T'en utilises, toi ? Alors, j'en ai utilisé il y a une vingtaine d'années, puis j'ai arrêté parce que déjà, je trouve que ça sent épouvantablement mauvais. Mon épouse m'avait demandé d'arrêter. Et t'as acheté des parfums. Ah, voilà. Non, mais disons que j'ai pas trouvé qu'il y avait une efficacité. On le voit cette année, par exemple, on a eu énormément de mildiou sur les tomates. En 2021. En 2021, oui. Je pense qu'avec uniquement des purins de plantes, ça devait être quand même difficile de lutter contre le mildiou. Personnellement, j'ai mis de la bouillie bordelaise. Et ça a marché ? Bah, ça a un peu marché. Voilà, j'ai eu des pertes, mais ça a quand même un peu marché. L'année dernière, c'était quand même difficile, si on n'était pas en serre, d'avoir des tomates. Oui. Attention, j'en ai eu. Ah oui, mais bon, voilà, c'est beaucoup moins que les autres années. Le meilleur moyen, en fait, quand on n'a pas trop de pieds de tomates, évidemment, c'est de couper les feuilles et les pieds malades, et puis en espérant que tout ne va pas se contaminer. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais à la fin, j'avais t'as plus rien. Il avait un rogaton qui est passé. Alors, monsieur Roland, l'homme du jardinage naturel, qu'est-ce que tu fais, toi ? D'abord, je fais rien, parce que moins j'utilise de produits, mieux je me porte. C'est quand même des extraits naturels. C'est comme une sorte de compost liquide. Oui, cela dit, tu peux les retrouver dans des marques qui ont pignon sur rue, qui vendent aujourd'hui du purin d'ortie, de consoude, de prêle, etc. C'est sur encore des produits qui normalement ont un label naturel. C'est comme si tu achètes aussi des composts naturels dans le commerce. Le problème, c'est pas de savoir si on les achète ou si on les achète pas. Le problème, c'est de savoir si c'est intéressant au niveau d'une certaine efficacité. J'utilise uniquement le purin de consoude. Alors, tout simplement parce qu'on a beaucoup de consoude. Parce que voilà, faut en avoir sous la main. C'est facile. Hein. Moi, j'avais beaucoup d'orties à une époque, alors c'est vrai que. Oui, on peut, mais nous on préfère les manger. Mais enfin, ça, c'est encore un autre problème. C'est très bon aussi, mais bon. Mais il va craquer. Attention, on a encore une émission à tenir. Alors, le purin de consoude est assez facile à faire parce que justement, on a une quantité. Et puis, je dirais que c'est pratiquement plus riche que le purin d'ortie. Alors, il y a deux choses dans ce qu'a dit Patrick en préambule. C'est d'abord les purins, d'autre part la communication qui est faite autour. Et là, je suis assez d'accord avec Patrick. On a le purin, à nous de le gérer, à nous d'utiliser en fonction de nos besoins, comme le purin de prêle, si on veut essayer de limiter les maladies. Par contre, il y a quelquefois des communications qui sont faites en nous annonçant que le purin d'ortie est un engrais, va tuer les pucerons, va être insecticide, etc. Et va même être désherbant. Donc, j'en mettrai pas s'il est désherbant. Hein. Donc, ça peut me paraître dangereux. Et puis, deuxième point, c'est souvent les dosages. On est dans l'à peu près, quoi. Il semblerait que ce soit aussi préconisé sur 1 kg pour 10 litres d'eau. Il faut le diluer parce que ce purin de consoude, très riche en phosphore et en potassium. Voilà. D'où l'intérêt, comme tu disais, d'engrais en fait. Dans le cas de Marc, c'est aussi un insectifuge ou un insecte famille fuge, puisque ça pue tellement que tout le monde se sauve. Ah bah oui. J'avais fait un article dans le Figaro il y a quelques années là-dessus, sur la base d'une étude qu'avait faite la Société nationale d'horticulture de France, une étude bibliographique sur ces purins de plantes. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent les gens disent c'est la tradition, c'est une pratique très ancienne. En fait, non. Ça remonte à il y a une vingtaine d'années. Non, plus que ça. Parce que moi, qui suis un vrai vieux jardinier, on connaissait ça avant les années 60. Alors, années 60, les gens, ils fabriquaient leurs propres fertilisants avec ça. Voilà. Alors, deuxième chose qui était très intéressante dans leur étude, c'est qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites par l'Institut de la vigne et du vin et par le CTFL, le Centre technique des fruits et légumes. Et en fait, les études très sérieuses qui avaient été menées, des expérimentations, n'ont montré aucun résultat probant. Ils en ont conclu que finalement, il n'y avait pas de preuve vraiment expérimentale de l'efficacité
de ces préparations. En tout cas pour la lutte fongicide contre les maladies et contre les insectes. Alors, voilà. Justement, contre les insectes, on propose parfois la décoction d'absinthe. Il faudrait faire bouillir pendant 30 minutes, laisser macérer la journée et appliquer tous les 10 à 15 jours. En plus, ça a l'air d'être drôlement costaud si on en met tous les 10 à 15 jours. Contre les pucerons, bon, vous en faites ce que vous voulez. Infusion d'ail et d'oignon, on vous dit que ça lutte contre les maladies cryptogamiques. Le purin de bouleau, feuilles fraîches de bouleau, contre la tavelure des arbres fruitiers. La première fois que j'entends parler de ça. C'est pas moi qui les ai inventés, j'ai trouvé ça en travaillant dans la littérature. Bon. Infusion de camomille, préventif contre les pucerons. Éliciteur, toi t'aimes bien les éliciteurs. Oui, c'est quoi, les ça, élliciteurs, justement, on donne quelque chose à une plante pour qu'elle renforce ses défenses. Oui, c'est un stimulant. C'est pas exactement ça. L'éliciteur, c'est ce que disait plutôt Roland, c'est-à-dire c'est une substance qui permet de développer les défenses naturelles. Ah d'accord. Purin de feuilles de chou. Alors là, complètement comme engrais, parce qu'il contient pas mal d'azote et d'oligo-éléments. On voit beaucoup dans la littérature. Il y a du soufre aussi. Purin de fougère. Oui. Alors là, on n'est qu'à 850 grammes de feuilles dans 10 litres d'eau, contre pucerons, escargots et limaces. Alors ça, pour toi, ça va te servir. Le purin de genêt, prévention contre la pyrite du chou. Oui, il faut que je trouve du genêt. Parce que j'ai les pyrites déjà. Les pas... pyrites, c'est bon, je suis blindé. Le purin de lavande, ça pourrait fonctionner, ça, parce que la lavande, elle a des huiles essentielles qui pourraient être efficaces contre les pucerons et les fourmis. Il ne faut pas sous-estimer tous ces purins, mon cher Patrick. Ce que j'attends de toi, c'est que après. tu les utilises tous, ceux que j'ai cités, et que tu puisses revenir à l'émission en disant j'ai fait tout ça. Et le purin de sureau, les pucerons, la pyrite du chou, la teigne du poireau, les altises, tiens, les altises pour toi, vous vous rendez compte un petit peu. Donc voilà, les purins, c'est la bouteille à l'encre. Vous essayez, puis vous nous en parlez. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors dans les nouveautés, je vais prendre la parole parce que notre ami Roland n'a rien trouvé de mieux que rien. Ouais. Et je voulais vous parler du parade européen des soucis. Des soucis. Calendula officinalis, Ah bon, pas les soucis que tu as au quotidien. Ouais. Et il y a eu des essais qui ont été faits l'été dernier au jardin de la Royal Society à Hyde Hall et Fleuroselect. Et ils ont regardé, cultivé plein de soucis et essayé de mettre en avant les meilleures variétés. Donc il y a des variétés qui sont issues de semences seulement. Candyman Orange de chez Thomson & Morgan, Snow Princess, Pacific Flame de chez Bertrand, France. Ah. Corniche d'or aussi de chez Bertrand. Deux Français qui font partie des meilleures variétés. Et par ceux qui sont multipliés par voie végétative, vous avez Power Daisy Sunray. Donc qui sont des variétés que je vous montrerai sur l'image pour ceux qui regardent la vidéo, pour voir que même dans le genre des soucis, il peut y avoir toute une sorte de variété, de collection. Oui, mais c'est des cultivars très très variés et qui sont vraiment intéressants. J'ai vérifié s'ils sont bien dans le trouve-plantes. Alors j'ai les graines également, oui. J'ai les graines. Voilà, je vais voir si parmi mes pépiniéries, c'est de toute façon, Thomson & Morgan, tu dois l'avoir. Non. Ils ont des choses très originales. En manifestation salon, le 26 et 27 mars, on aura les printemps de Terra à Terra Botanica, qui est le parc végétal à Angers. C'est un très grand marché aux plantes qui lance un peu la saison. Et à Antibes, il y aura la 31e fête des jardins au Fort Carré d'Antibes, sur le thème des huiles essentielles. Et puis, vous aurez aussi pour les 26 et 27 mars, toujours, la journée des plantes et arts du jardin au château de Blandy-les-Tours. Ça, c'est dans l'Indre-et-Loire. J'allais te dire, c'est près de Tours. Voilà, et tu as donc trouvé que 2020 était une année mielleuse. Oui, parce que le rapport de France Agrimaire, mais qui sort toujours avec un an de retard, on a quand même le recensement de 2020 sur tous nos apiculteurs, 71 273 apiculteurs déclarés, une hausse en 2020 de 14% par rapport à 2019. La catégorie des moins de 50 ruches progresse de 14%. Donc, moi, une hausse, c'est bien pour les ruches. Oui, c'est la hausse, c'est parfait. Je vous donne les résultats de mon jardin. Sur une ruche, on a eu 17 kilos en 2020, 0 en 2021. Que dalle, ceinture, puisqu'il y a trop plu un petit peu. Les pauvres filles ne pouvaient pas avancer. Donc voilà, on a quand même c'est intéressant d'avoir les résultats mielleux français. Et moi, je voulais vous présenter un magazine qui a été créé par deux copines d'enfance qui s'appellent Julie Lossa, qui vit à Pau, et puis Laetitia Roux, qui vit sur l'île de Ré. Et elles font
un magazine trimestriel qui s'appelle Vert, le magazine des néo-jardiniers. Donc si vous êtes débutant, c'est très branché, c'est très jeune, c'est joli, c'est très sympa, moi je trouve. Ça change complètement de ce que je connaissais habituellement dans la presse jardin. C'est pas vendu dans les kiosques, il faut s'abonner. J'aurais peut-être l'occasion d'inviter une de ces deux filles. J'aime bien la démarche parce qu'a priori, elles n'étaient pas jardinières. Tout d'un coup, elles nous font des magazines. Il faut être gonflé quand même aujourd'hui pour faire du papier. En plus, ouais, ça a de la gueule. Le seul problème, c'est que ça vaut quand même 17 € le magazine. Donc vous pouvez les garder comme collector parce que je pense que... Voilà. Oui, alors tu parles de magazines, c'est presque des livres là, carrément. Un petit peu, c'est vrai. Mais, parce que le papier est épais, même il y a une couverture assez cartonnée. Mais je dis que c'est un magazine. Pourquoi ? Parce que c'est pas un sujet, c'est qu'il y a plein de sujets comme on a dans un magazine. Alors je crois qu'on appelle ça aujourd'hui des MOOC ou des trucs comme ça, entre magazine et book. C'est un peu le magazine des jardiniers branchés, et comme nous sommes très branchés, nous allons écouter une petite page de publicité. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. River King, Carrément. qui a posé une question sur News Jardin TV et qui dit « Quel avantage trouve-t-on à greffer un citronnier sur Poncirus trifoliata ? Obtient-on une meilleure résistance au froid ?» Alors j'en sais rien, parce que a priori, il n'y a pas de raison d'augmenter la résistance au froid, parce que sur la partie racinaire, qui est le porte-greffe, là oui, on a Poncirus trifoliata, ça fait partie des agrumes, mais ça donne pas des fruits comestibles, ça résiste quand même à quoi ? -10 maxi quand même, peut-être -12 quand il est vieux, donc ça va vous donner, au niveau du sol, des racines, une résistance. Mais la variété, elle gèle toujours à la même température. Celle qui est dehors. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt une question qualitative des fruits, curieusement. A priori, les professionnels des agrumes considèrent que Poncirus trifoliata favorise la qualité organoleptique des fruits et, par sa vigueur, permet aussi d'avoir des fruits plus gros. Parce qu'évidemment, la greffe, il y a un passage de sève. Donc, qualité intrinsèque du porte-greffe sont quand même aussi transmises un peu au greffon. On a une plante mixte, si je puis dire. On ne peut pas dire hybride, puisque là, il n'y a pas de croisement sexué, mais on a une plante qui profite des qualités des deux. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs toujours dans la greffe. Il semblerait aussi que Poncirus trifoliata permette une plus grande compacité de l'arbre. Souvent, les agrumes, c'est dégingandé. Donc là, on aurait une croissance un peu plus régulière, un peu plus construite, et puis un peu plus lente aussi, ce qui permet, je pense, d'obtenir des fruits, pour nous, dans nos régions, en pot. D'avoir un Poncirus, c'est peut-être mieux qu'un bigaradier. Autre avantage quand même, c'est que si la greffe prend pas, c'est qu'on peut garder le Poncirus parce que c'est vraiment une très jolie plante. Même l'artisan, t'as des épines. J'adore ça. C'est très bien pour les oiseaux, ils vont nicher dedans et c'est parfait. Ils sont tranquilles, c'est sûr. Plante solide. Ça fait des fleurs, un petit peu, des fruits qui ressemblent à des oranges, enfin, ce que vous voulez, mais qui n'en sont pas. Ouais, bon, on peut faire quand même mieux. Alors, attention, Poncirus trifoliata, le calcaire, c'est quand même pas tellement son truc. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
Mes amis, nous allons parler d'un des arbres ou des arbustes, parce qu'il y en a certains qui sont des arbustes, qui sont certainement parmi les plus spectaculaires que l'on peut avoir dans le jardin, peut-être parfois aussi les plus éphémères. Je veux parler des magnolias. Tu as ça dans ton jardin ? Non, malheureusement, parce que j'ai pas un sol qui convient au magnolia. Ouais. Magnolia est acidophile, donc il faut plutôt quand même le planter de sol plutôt acide. Un peu à l'ombre aussi. Moi, je suis en plein soleil. À l'ombre, pas forcément. Tous les grandiflora, tout ça. Oui, les grandiflora, mais je te peux penser plutôt les asiatiques à feuilles caduques. Ah bah, je suis surpris que vous me disiez que ça pousse en sol acide, puisque chez nous c'est quand même plutôt calcaire, j'ai les preuves et j'ai les noms, et donc on a un Magnolia stellata en l'occurrence, juste dans le coin, qui va très bien. Avec la quantité de compost que tu mets en permanence dans ton jardin, de toute façon, tu n'es plus dans un sol calcaire d'origine. Ça va être de ma faute. Elles se barrent, elles vont en dessous, elles vont sur les côtés, elles ne restent pas au niveau du compost. Non. Et donc ça tient le coup, donc après tout. En tous les cas, ça n'aime pas les sols compacts. Par exemple, les sols argilo-calcaires qu'on a beaucoup dans l'Île-de-France ne sont pas totalement adéquats pour cultiver du magnolia. Confirme, ouais. 246 espèces dans le genre quand même. 1/5 des espèces originaires d'Amérique du Nord, l'autre de l'Asie du Sud-Est. C'est une caractéristique très particulière d'avoir des plantes du même genre qui viennent de deux endroits aujourd'hui totalement opposés. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est un gars qui a voyagé, qui allait la planter là-bas avec sa pirogue. Non, à l'époque. Ça veut dire que c'est une des plantes à fleurs les plus anciennes qui existent à l'époque où on avait la Pangée, donc un continent unique qui recouvrait notre planète. Et on pense qu'ils sont apparus sur Terre carrément il y a 100 millions d'années. Ah oui. Donc avec les nymphéas, ça serait vraiment dans les plantes à fleurs d'aujourd'hui une des plus anciennes. Une chose à savoir bizarre, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du réchauffement climatique, etc. Mais sachez qu'il y a 65 millions d'années, donc après la disparition des dinosaures, il y avait des magnoliacées primitifs qui fleurissaient au Groenland. Qu'est-ce que veut dire Groenland ? Ça voulait dire la terre verte. Le premier magnolia a été découvert par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelait le père Charles Plumier. Ça vous dit quelque chose ? Qui a inventé le stylo. Oui, je m'en souviens. Plumier, il a découvert le fuchsia aussi. Ah oui, ok. Donc c'était quelqu'un qui était important. Et pourquoi il l'a appelé magnolia ? Parce que c'était le nom du conservateur du muséum de Montpellier. Exactement. Pierre Magnol. Pierre Magnol. Avec la famille des magnoliacées, donc... Voilà, je vous disais aussi tout à l'heure, les familles botaniques, souvent 1789 par Antoine Laurent de Jussieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme magnoliacées qui vous donnerait une certaine envie de le mettre dans vos jardins ? Il y en a au moins un. Un magnoliacé. Est-ce que le tulipier de Virginie, il compte, lui ? Bah voilà, t'as bien regardé ta note. Oui, qu'est-ce qui... Trop fort. Non, c'est les notes. Non, mais regardez bien la forme de la fleur. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble beaucoup, un petit peu à une fleur de magnolia. Par contre, ça met du temps à fleurir, la bête là. Voilà. Et puis Michelia, mais alors Michelia, a priori, aujourd'hui, ça a été intégré dans les magnolias. Le caractère primitif de la fleur de magnolia, elle vient de sa forme. Quand vous regardez à l'intérieur, et d'ailleurs c'est magnifique, l'intérieur d'une fleur de magnolia, les pistils, les étamines sont disposés en spirale, au lieu d'être disposés en cercle, comme on a sur la plupart des plantes. Et ça, c'est un caractère très primitif dans les organes des plantes à fleurs. Et donc c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces plantes quasiment... Alors c'est pas fossile, parce que ça a évolué. Oui. Donc deux types de magnolia, feuillage caduc, feuillage persistant. Feuillage caduc, ils fleurissent très tôt en saison. Oui, bientôt, là. Dès le début avril, même fin mars, les stellata fleurissent déjà. Voilà. Tu parlais des stellata tout à l'heure. Ouais. Avant les feuilles, et c'est ce qui c'est ce qu'on aime chez ça le, qui est incroyable. Chez le magnolia. Ouais. Alors, puisque vous parlez de stellata, c'est un arbuste qui est originaire du Japon. Quand je parle d'arbuste, c'est parce qu'il dépasse rarement 3 mètres, et lui, il est assez buissonnant, et il fait des étoiles blanches, dès le mois de mars, parfois, qui sont découpées. C'est des étoiles qui sont un peu segmentées. En lanière, un petit peu. Voilà, exactement. Le mot très là. joli. Je rappelle juste pour Patrick que ça se mange, c'est très bon. Ça se mange en beignet ? Oui, en beignet, puis cristallisé aussi, un peu comme les coquelicots, et c'est très bon. Ah tiens, alors. Allez-y. Qu'est-ce que vous auriez comme autre magnolia à feuillage caduc qui vous intéresserait ? Il y a le Soulangeana, il y a le... Alors là, on est sur un petit arbre. Oui. Parce qu'on a atteint 5-6 mètres de hauteur, il fait vraiment un tronc
grande feuille, il y a des magnolias qui ont des feuilles immenses, mais là, feuilles relativement grandes qui sont dufteuses dessous. C'est assez rigolo. Puis alors des grosses fleurs en coupe. Très très beau. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que ça fleurit pas longtemps. Il suffit d'un coup de vent, et puis en quelques jours, on les a plus. Il y a des tas de plantes comme ça. Voilà. Ils sont blanc rosé ou l'Énéi qui est rouge. J'allais dire Soulangeana nigra aussi, qui est quand même très très foncé. Et vous avez donc un hybride qui s'appelle Magnolia Lubneri, dont vous connaissez sans doute le cultivar Léonard Messel, et qui lui fait aussi un petit arbre 5-6 mètres de hauteur, et à fleurs roses, et c'est des branches qui sont très étalées. Il faut un grand jardin pour celui-là, parce qu'il n'est pas énormément haut, mais alors il s'étale complètement. Ça, on est sur tout ce qu'on appelle les magnolias caduques à floraison printanière, connues, parce qu'il y en a d'autres. Dans les magnolias à feuillage persistant, là on a une floraison plus tardive, on est sur Magnolia grandiflora. Alors il est considéré par beaucoup comme pas très rustique. Il y en a plein en région parisienne. Ils ont pris des -12. Je pense qu'il faut considérer aujourd'hui cet arbre comme pouvant être acclimaté dans beaucoup de régions. Alors oui, j'en vois un en particulier à Besançon, en Franche-Comté, donc là où le climat est quand même relativement rude et il pousse bien, et je pense que les gens ont peur de l'installer. Il y a un petit retrait, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas non plus dans les pays un petit peu froids. Personne n'a osé les planter. C'est dommage. Bon, il y a pas mal de variétés, notamment Gallisoniensis, Goliath. Il y a beaucoup de ces magnolias qui ont été cultivés dans la région nantaise. C'est de là qu'ils sont arrivés. Justement, c'est l'amiral de Galissonière qui a ramené les premiers spécimens au XVIIIe siècle, dont le Gallissoniensis, qui est un variant de grandiflora. On terminera, je vais vous citer quelques espèces que je trouve particulièrement intéressantes. Magnolia campbelli, lui, il est caduc, mais c'est un grand. Il peut faire 30 mètres dans son pays d'origine. Ça pousse sur les contreforts de l'Himalaya, c'est très rustique. Feuilles de 25 cm assez coriaces et grosses fleurs qui apparaissent aussi au début du printemps, 15 cm de mai. Elles sont blanches ou pour certaines roses cramoisies. Hippoleuca, qui lui aussi est un caduc. Alors il vient des îles Kuriles du Japon, pareil, une trentaine de mètres de haut, très pyramidal. Et là on a des feuilles de 40 cm. Ah ouais, balèze. Voilà, vert glauque et avec... En été, cette fois, des fleurs charnues, parfumées, très grandes, 20 cm de diamètre. Elles sont d'abord ivoires et elles passent au jaune, un petit peu rose en vieillissant. C'est une beauté totale. Cobus, on le connaît un petit peu. On le cultive dans certains jardins. C'est un japonais aussi, une dizaine de mètres de haut, très blanc pur. Moi, celui que j'adore, mais vraiment particulièrement, c'est Sieboldi. C'est un japonais, petit, comme les japonais, 5 mètres de hauteur. Ne généralisons pas. Très très lent à cultiver. Fleurs en coupe ivoire de 10 cm de diamètre avec des étamines pourpres. Alors lui, il fleurit de juin à août et c'est sublime. Et lui, on le retrouve assez souvent en pépinière. Autant ceux que tu as cités avant. Par exemple, vous allez sur le trouve-plante, vous en trouvez. Hein. Oui, je peux vous le garantir. Sieboldi, t'en as ? Ah oui. Ah bah alors le défaut de Sieboldi, c'est qu'il fleurit parfois que 10 à 15 ans après avoir été planté. Si vous aimez les feuilles de grande taille, vous avez Tripetala. Magnolia tripetala, il a des feuilles jusqu'à 50 cm de long. On l'appelle arbre ombrelle. Alors, il est caduc, lui aussi, parce que ses branches, ça donne l'impression d'une sorte de parapluie. Et il a des fleurs blanc-crème qui sont très parfumées en mai-juin. Ce que l'on peut dire un petit peu, on a parlé de la terre, ça craint pas trop le froid, on peut les planter un petit peu quand on veut. Ça n'est pas malade, le magnolia, sauf quand c'est dans de la terre trop compacte, où là, les racines peuvent pourrir. Et puis, n'hésitez pas à tailler les magnolias à feuillage persistant, parce que ça se taille beaucoup mieux qu'on pourrait croire, et leur donner une forme pyramidale, de façon à ce qu'ils ne partent pas un petit peu dans tous les sens. Une question de Jérémy qui dit « Mon actinidia produit à partir d'une graine de kiwi achetée au supermarché à environ 7 ou 8 ans. Chaque année, il est très feuillu et volumineux, mais il produit une très faible quantité de kiwis, seulement 6 cette année. Ils sont petits, 2/3 de la taille normale. Mais savez-vous ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait clocher ?» C'est la mode de multiplication. Ah oui, tout simplement. Graines, hein. C'est la loterie, les graines. Exactement. Oui. Voilà, vous récoltez de la graine. Vous avez quoi? Vous avez beaucoup du génome des parents. Les parents, qui étaient-ils? On n'en sait rien. Et souvent,
C'est un souvent. kiwi de parents inconnus. Exactement. Non, mais en plus, souvent, vous avez, dans les plantes de semis, une mise à fruits extrêmement lente ou une mise à fleurs. On va parler déjà ici de la glycine, une glycine de semis. Parfois, ça fleurit même jamais. Ce qui me gêne aussi, il me dit mon actinidia. Normalement, un actinidia, c'est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Quand on n'en a qu'un, bon, a priori, il a une femelle puisqu'il a eu 6 fruits. Mais ça veut dire que peut-être que les mâles, ils sont à perpète les oies et qu'il n'y a que quelques rares abeilles qui sont arrivées à lui apporter un petit peu de pollen. C'est sûr que les abeilles, je me demande si c'est pas le vent, le kiwi. C'est peut-être les deux. C'est les deux. Enfin, s'ils sont trop éloignés, évidemment. Voilà. Ce qui est embêtant aussi, il nous dit ils sont petits, 2/3 de la taille normale. Ça veut dire aussi que là, c'est génétique. On n'a pas la variété qu'il faudrait. Donc là-dessus, ce que l'on peut faire, strictement rien du tout. Si. Je crois que Jérémy a une solution, c'est qu'il aille sur le trouve-plante. Les Hayward, les Bruno, etc. Sur Trouve-Plante, on trouve des plantes, bien sûr, mais sur le Jardin TV, on trouve de la publicité et on revient tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Maintenant, mon cher Roland, que le printemps va arriver demain, il va falloir vraiment penser à devenir jardinier actif. Ah ben non, mais là, ça fait un bout de temps quand même. Hein. Depuis le mois de janvier, pratiquement, je m'affaire pour essayer de sarcler, nettoyer, etc., triturer, bichonner. Oui, tu bricoles, quoi. Oui, c'est ça. Et maintenant, il faut jardiner, c'est-à-dire qu'il faut commencer à semer, à planter. Oui. Voilà. Semis, on l'a dit la semaine dernière, on peut continuer, les betteraves, les carottes. Moi, j'ai du mal avec les carottes. On va essayer de les semer cette année en carré potager pour qu'il y ait plus de profondeur. Oui. En pleine terre, chez nous, c'est une cata. On a des carottes qui sont des rogatons, qui poussent des fois pas. Donc, on a préparé un carré exprès avec une terre très légère. Donc, on va voir ce que ça donne. Un truc qui me vient de Stéphane Marie, notre copain Stéphane. Bon. Il prend 2 tuiles romanes, des tuiles canal. Il les met l'une contre l'autre verticalement. Il les remplit de terreau. Il sème. Et il a des carottes qui sont toutes droites et toute la longueur de la tuile. C'est sympa parce qu'en plus, il ouvre. Il les serre, il les ferme pour pas qu'elles s'ouvrent, évidemment. Et ça fait comme une sorte de peau extérieure. Et il avait des carottes super comme ça. C'était ça, je vais essayer. Ah, c'est rigolo. Ah oui. Le seul truc, ça coûte une blinde en tuile, quoi. Ah, voilà. Ça dépend si tu as des tuiles. On va le remplacer par un truc qui est moins écolo. Mais par exemple, des grosses canalisations en PVC que tu tranches en deux. Ça doit pouvoir marcher. Ouais. Ça coûte moins cher. Et ça fera le même effet. Ça sera moins joli dans le jardin. Moins esthétique, quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous fais d'autre? Tu plantes des aromatiques? Aromatiques, chaque année. Parce tu les sèmes? Non, je plante. Non, bah oui, je plante, c'est plus simple. Alors, on a chaque année environ 10% de pertes à peu près. Ah bon? Ouais, parce que tu as de l'humidité. Ah oui, tu parles de la saison précédente. Oui, sur la saison précédente, 10% de pertes en aromatique. Moi, je garde jamais un thym, jamais un romarin. Ah bon? Tous les ans, à cause de la pluie, etc., il pleut beaucoup en Ile-de-France, ils sont détruits.
Écoute, on a des romarins donc ils font 1 mètre de haut là après l'hiver, hein, donc ils sont très mais toi, magnifiques. t'es un vrai jardinier. Oui, ça peut jouer. Ça peut jouer. Je reconnais que ça peut jouer. Et donc aromatique, on n'a plus d'oseille rouge. Donc on va remettre de l'oseille rouge. C'est bon ça ouais, c'est pas mauvais, mais t'aimes rien. Donc je peux pas te dire que c'est bon puisque c'est très subjectif. Non, mais la soupe à l'oseille, j'aime bien, mais oui. Avec de la vraie. Ah ben non, mais verte. la rouge, alors elle est La rouge, c'est décorative bon d'une aussi, part, oui. et puis elle a un bon petit goût. Ah oui, oui. oui. C'est très Ouais, bien ouais, dans très le bien. poisson au courbouillon, tu sais, tu mets ça dans le ventre du poisson, c'est très Ah oui. bien. Ouais. Ouais. Là, j'ai recommencé à sarcler. Donc là, ça y est, c'est parti. Mauvaises herbes, machin Ah et ouais. tout. Donc ça y est, je resarcle tout ce qui n'est pas paillé. Papayer n'était pas le nom d'une personne, mais oui, il faut sarcler pas mal, puisqu'on Bien a sûr. quand même beaucoup d'espace là-bas. Bon, il y a les carrés potagers, mais il y a aussi de la pleine terre. Et là, le sarclage est devenu obligatoire. Là. Ça, c'est un petit boulot régulier dès Oui. que c'est tout petit. Oui. Donc tu nous fais aussi un peu de paillage, du coup, puisque tu voulais Oui. éviter de sarcler. Oui, c'est ça. Et donc, je cherche depuis des années la bonne formule qui me coûte pas non plus trop cher. Et là, j'ai un pote qui est menuisier et qui a des copeaux de bois. Et donc là, j'en ai testé un petit peu, et c'est très bien parce que j'en ai testé dans un petit massif de chair, et ça pousse pratiquement pas. Quelques renoncules des boutons d'or là qui ont poussé, mais À ça, cause c'est- des tanins. Ça, Alors, je ne sais pas, peut-être les tanins, mais c'est du feuillu, hein. Donc, Mais non, mais je le sais chêne pas. a des tanins il y a énormes. du tanin dans Ouais, les je feuillus suis aussi. pas sûr hein. que c'est du chêne quand même, hein, parce que ça me semble être un bois tendre. Et ça me paraît être une solution pas mal. Je vais tester. Oui, ça me paraît être aussi la possibilité de se faire une sorte de champignonnière extraordinaire quand même, parce que On ça a va de très durer- jolis champignons qui poussent dedans. Ouais, voilà. Je suis pas un fanat de ça, moi. Quand je vois Alors, pousser tout ça. Je pense qu'il faut s'assurer que le bois n'est pas traité préalablement, non. Oui, il n'est pas Ah, traité. Non, non, voilà. Non, mais c'est pas mon genre. Hein. je sais. Mais le paillage quand même, c'est en ce moment, parce que bah, ça limite la corvée de sarclage Évidemment. aussi. Donc, Évidemment. dès qu'on limite les corvées, nous sommes contents. Donc on va se mettre à fertiliser un peu les plantes d'intérieur. Oui. Il faut arroser les plantes de terre de bruyère si le ciel ne le fait pas pour vous. Si jamais on a une dizaine de jours de période sèche, ça peut arriver hein, en ce moment, même si on parle de giboulées de Mars, etc. Idem, donc on a dit sur toutes les plantes en pot, les Oui. plantes d'intérieur, les bonsaïs, etc. On reprend l'arrosage, on fait une moyenne d'1 fois par semaine, ça suffit vraiment. Si vous avez commencé les pommes de terre, c'était un petit peu limite la semaine dernière, C'est mais juste, dans, hein, oh non, mais dans les régions du sud. Ah oui. La France n'est pas simplement au-dessus de la Loire, hein, il y a aussi Ah le dessous. bon En région parisienne, on dit on plante les pommes de terre quand fleurit le lilas. Oui. Donc le lilas n'est pas encore en fleur. Mais dans les régions méditerranéennes, quand la température est à 10 degrés au niveau du sol, vous pouvez planter de la patate. Donc il faut quand même les buter maintenant. Et puis faites-vous des jardinières. En ce moment, il y a quand même plein de petites fleurettes de printemps qui sont hyper sympas. Mes chers amis, Roland va nous emmener directement au Brésil, du moins sur Instagram. Oui, sur Instagram encore, un compte qui est super intéressant, 345 000 abonnés. Et je comprends pourquoi, il y a 3600 parutions. Et là, sur Succulentas lendas, c'est au Brésil comme tu l'as dit, et bien là, on a des petits réels. Vous savez, les réels, c'est des petites vidéos de 15 secondes qui nous expliquent comment faire des boutures, comment gérer ces En 15 succulentes. secondes En 15 Alors ça, secondes. faut être très, très oui, bon. Eh ben alors, toi qui t'y connais un peu en montage, il y a un gros travail de montage. On voit la vidéo finie qui est très intéressante. Ça nous donne tout de suite les idées pour faire. Et puis, il y a tout un tas de succulentes qui sont proposées dans ce site. Alors, ils nous vendent un guide aussi sur les succulentes. Si on est collectionneur, peut-être qu'on peut trouver chez ces personnes-là des plantes qui sortent un peu de l'ordinaire et les acheter directement. Alors, ouais. c'était écrit en brésilien, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Enfin, en portugais. Oui, en portugais, pardon. Et en tout cas, Succulentas lindas, je vous conseille les parutions parce que c'est vraiment très très joli. Et je vous dis, ces vidéos sont très bien. Moi, je vais un livre qui est aussi très très bien. Celui-là, je l'ai entamé, vous voyez, il est juste là, mon marque-page, à la moitié. J'avais beaucoup aimé déjà un précédent livre de Francis Martin. C'est un spécialiste mondial des forêts. Et là, il vous parle de ce qui se passe dans la vie d'un arbre au cours de sa longue vie. Il vous parle de toutes les agressions, alors que ce soit par des champignons, des insectes, des oiseaux, le vent, le temps, etc. Et comment l'arbre, lui, est capable de réagir, comment il va faire pour se sortir en fait de tous ces mauvais pas. C'est remarquablement bien écrit, il y a strictement que de la lecture, mais c'est bien fait et ça vous emmène sur des choses que l'on ne connaît pas forcément parce que c'est regardé avec
ouais, a beaucoup de talent. Il sait compter les choses, il sait partager sa passion des arbres. Et je vous avais déjà parlé de Sous la forêt, où il parlait de tout ce qui se passe dans les racines, avec les champignons, les mycorhizes, de trucs. Il vous parle de choses qui, au départ, sont presque incompréhensibles quand on en parle comme ça. Et ça vous éveille, ça vous sort du monde habituel, et avec un regard qui est vraiment très très intéressant. C'est un livre qui est un peu alarmiste par rapport au réchauffement climatique. Il parle beaucoup des systèmes de défense que les arbres, les différentes espèces ont pour s'adapter à des conditions écologiques, et il s'inquiète énormément sur le futur de certaines espèces qui, par rapport à la rapidité du changement climatique, auront du mal sans doute à être capables de migrer suffisamment pour pouvoir soit aller vers le nord, soit aller en altitude. On verra. Moi, j'ai beaucoup de confiance par rapport aux possibilités de la nature. Bon, après, on ne sera plus là certainement pour le regarder. Mais c'est vraiment un livre qui est intéressant. C'est dans la collection Humaine Sciences Nature. Ça s'appelle « Les arbres aussi font la guerre » et ça coûte 17 €. Donc vous avez de quoi lire des trucs formidables pour pas quand même trop cher. Un livre là qui est extrêmement détaillé, qui est une sorte de livre militant, conquérant, parce que Claude Aubert, c'est quelqu'un qui a été un des précurseurs de la culture biologique dans notre pays. Il a été le livre préfacé par Joël Labbé, on sait ce qu'il nous a fait en nous interdisant tous les moyens de soin pour nos plantes, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, de toute façon, les pesticides, on n'en a plus dans les jardins. Enfin, du moins des pesticides d'origine chimique. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous propose des solutions parce que c'est pas parce que M. Labbé a décidé du jour au lendemain de nous virer les pesticides que, tout d'un coup, les ennemis, maladies et compagnie qu'on appelle les bioagresseurs se sont dit « Ah, il n'y a plus de pesticides, on va aller voir ailleurs. » Non, au contraire, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, il faut bien trouver des méthodes pour protéger nos plantes. Et là-dedans, il y a quand même des trucs qui sont intéressants, des voies. Bon, il y a beaucoup de choses aussi sur les auxiliaires qui sont certainement, notamment pour les cultures sous abri, des solutions d'avenir très intéressantes. C'est pas forcément accessible aux premiers jardiniers venus. C'est pour des gens qui sont très très passionnés, mais je pense quand même que c'est, pour un public averti, un livre qui vaut quand même le coup. Ça s'appelle Pour en finir avec les pesticides, c'est chez Terre Vivante et ça coûte seulement 15 €, donc c'est pareil, vous pouvez aussi vous plonger le nez là-dedans. Laurent, j'ai une question quant au développement des plantes. Par exemple, le Pittosporum Irene Patterson est selon certains un arbuste d'1,50 m de hauteur environ, tandis que d'autres annoncent le double. Et on dit sur Trouve-Plant qu'il mesure 3 mètres. J'ai constaté que les sites de nos pépiniéristes donnent d'une plante à l'autre des développements bien différents. Avez-vous des informations, mon cher Marc, tiens c'est précisé, sur la fiabilité des dimensions des végétaux annoncés par les pépiniéristes et jardineries? Effectivement, les pépiniéristes annoncent des hauteurs. Bon, évidemment, ça n'engage qu'eux. Alors moi, c'est très simple. Dans le Trouve-Plant, il n'y a pas de précision quant à la hauteur, quant à la taille du pot, etc. Il y a l'adresse. Il y a l'adresse. Ah oui. On appelle le pépiniériste, on va le voir, et puis on regarde les plantes, parce que l'idée c'est quand même d'aller chez le pépiniériste quand on peut et choisir soi-même ses plantes, comme ça on n'a pas les mauvaises surprises. Et puis surtout donner les hauteurs, pour moi c'est trop lourd à gérer en termes de gestion de base de données. Effectivement ça peut être un problème, je suis d'accord. C'est comme la rusticité, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça dépend dans quelles conditions on se trouve et ça dépend de la manière dont on cultive les plantes. Par exemple, il nous parle de Pittosporum Irene Patterson. Le Pittosporum tenuifolium, puisque c'est un cultivar de tenuifolium, en Nouvelle-Zélande, son pays d'origine, il atteint 10 mètres. Donc quand on marque 3 mètres ou quand on marque 1,50 m, de toute façon, ça n'a pas de sens. Ça dépendra de l'endroit où il va se cultiver. Bon. Ça vous donne quand même une certaine indication. Celui qui a dit 1,50 m sur Irene Patterson, il est complètement out, parce que de toute façon, déjà en pépinière, on en trouve de cette taille-là. C'est un arbuste qui pousse très bien. Je pense qu'à Vitel, il serait un peu limite, parce que on va dire -10, -12, il est vraiment déjà un petit peu agressé, mais il est plus résistant quand même qu'on peut le croire. Moi, j'en ai depuis plusieurs années au jardin, on a eu quand même des hivers relativement frais. Il peut faire un petit peu la tronche quand il fait froid, mais il va redémarrer. Mais en revanche, ça vous fait quand même des 30 à 40 cm par an, et je serais plus d'accord sur une idée à 3 mètres qu'à 1,50 m. Mais, si vous le cultivez en pot,
il fera pas 3 mètres. Il sera aussi par rapport à la dimension de son pot. Et puis, si vous avez un petit sécateur et que vous savez vous en servir, vous allez pouvoir le réduire. Donc, je pense que la question est intéressante par rapport à la manière dont elle a été posée, c'est-à-dire de s'inquiéter sur certains renseignements qui sont donnés dans les catalogues de pépiniéristes dont la fiabilité peut être contestable. En revanche, elle n'a pas de sens en elle-même parce qu'une plante, et surtout un arbuste, vous pouvez toujours le retenir. On parlait des haies de Thuya. Allez en Colombie-Britannique, les Thuya, c'est 60 mètres de hauteur et on a des haies à 2-3 mètres. Donc voilà, et les bonsaïs que tout le monde connaît, des arbres comme des pins qui pourraient avoir 15-20 mètres, ils ont 100 ans et ils font 50 cm. Donc c'est aussi le jardinier qui fait la plante. Simplement, bien sûr, la dimension, elle est intéressante. Il y a tellement d'erreurs faites avec les cèdres ou des choses comme ça. Quand on va en pépinière, regardez quand même les dimensions qui sont annoncées, parce que vous avez que des bébés, que de la pépinière ou la jardinerie. Oui, c'est pour ça, c'est qu'une indication, voilà. mais c'est indispensable quand on plante pour avoir une idée. Comme tu dis, un arbre de 10 mètres, c'est pas possible de le mettre près de la piscine. On va revenir sur autre chose, c'est les rosiers. Sachez une chose, c'est que systématiquement, les rosieristes vous donnent des dimensions inférieures à la réalité. On vous dit rosier, il fait 40-50 cm, je suis désolé, si vous ne le taillez pas à ras complètement chaque année, il va vous faire 1 mètre rapidement. Donc, attention aussi un petit peu à ça, mais si on vous dit 50-60 cm, il ne fera pas 6 mètres. De toute façon, c'est déjà... Non, mais c'est au moins ça qu'il faut savoir. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, il y a quelques mois, nous vous avons parlé des mimosas. Et on vous a dit, évidemment, que ça n'en était pas, que c'était, pour les botanistes, des acacias, et qu'il existait quand même, dans la botanique, une plante du genre mimosa. Et que cette plante, elle a des particularités qu'on va vous décrire aujourd'hui, à savoir que ce Mimosa pudica, donc le nom un petit peu déjà évocateur, est une plante que l'on appelle en langage vernaculaire la sensitive, parce qu'elle réagit au toucher. Oui. Vous en cultivez de temps en temps? Non, mais Même j'adore passer en jardinerie, ça faut pas le faire, hein, mais j'adore ça, d'aller aller les toucher pour rigoler, avoir la feuille donc, qui se referme. Moi j'en ai eu une, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas survécu. Alors ça, c'est pratiquement tout le temps. C'est une plante franchement tropicale. Moi, j'en ai vu plein. Sur les bas-côtés, sur les talus de la route, etc. Tu descends de ta voiture quand tu es en pays tropical. Ah tu oui, marches en pays tropical, tu vois toutes les feuilles. Que tu disais... C'est une plante du Brésil. Oui. Déjà, pour vous poser un petit peu les conditions écologiques de sa vie, elle vit uniquement dans des régions dont la pluviométrie est supérieure à 1100 mm par an. La pluviométrie moyenne dans l'Île-de-France est autour de 800 mm. Là, il n'y a pas assez pour notre petit arbuste épineux. Ça, vous n'avez peut-être pas remarqué. Il faut faire très attention. Les tiges sont très grêles et elles sont munies de petits crochets qui peuvent être assez désagréables. Il y a d'autres noms vernaculaires, ça je les donne pour Roland parce qu'il adore ça. Oui. Mimosa dormeur. Ah, sympa. Il va s'endormir. Ou mimosa paresseux aussi, hein, parce que toute la plante donc réagit au moindre contact. Alors on va essayer d'expliquer comment on a ce type de phénomène. Déjà, il y a une chose qui est particulière, c'est qu'à la base de chaque petite feuille, enfin ce qu'on appelle le rachis, en fait, c'est la partie qui est sur la feuille composée. Parce que vous avez pu remarquer, ce Mimosa pudica, il a des feuilles comme le Mimosa acacia, très 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 fines et très découpées. À la base de ça, on a donc un petit renflement. Et c'est lui qui sert d'articulation. Le pouvoir pour les feuilles de se refermer sur elles-mêmes, c'est un moyen de se protéger. C'est-à-dire que lorsque un herbivore arrive, la feuille se rétracte et du coup c'est moins appétant pour l'herbivore. Ça lui permet aussi de se protéger contre les intempéries, parce que quand il y a une pluie ou un grand vent, c'est pareil, il va se refermer de la même façon et il est moins exposé dans ces cas-là, aussi bien d'ailleurs à la pluie qu'au même aux rayons du soleil. Alors comment ça se fonctionne? Eh bien ça fonctionne par une stimulation électrique. La plante est capable de générer un courant électrique. C'est ce qu'on appelle une séismonastie. Ah bah oui. Hein, ou tigmonastie. Bien sûr. Oui, ça me disait quelque chose. Vous savez ça peut-être, c'est que les nasties, ce sont les mouvements végétaux. Donc il y a des mouvements végétaux qui sont liés à l'air, au soleil. Là on est sur des séismonasties, c'est-à-dire sur des stimulus, des
contact. On a une onde électrique qui se produit au niveau de ce pulvinus dont je vous ai parlé et qui va faire varier la turgescence dans les cellules de la plante. Elle se replie simplement parce qu'au moment du déclenchement électrique, la membrane n'est plus étanche. Elle devient perméable. Donc la cellule évacue une partie de son contenu et la plante revient. Ah mais ça marche chaque fois parce que tu la touches 2 minutes après tu reviens. Au bout d'un moment, Non, ça fatigue énormément la plante, ça lui demande beaucoup d'énergie. Ouais. Et en fait, quand on lui fait ça de façon volontaire, après, on arrive à la tuer très rapidement. D'ailleurs, c'est rigolo d'avoir un Mimosa pudica, mais si vous vous amusez en permanence à faire ça, il ne va pas tenir très comme longtemps. fait Roland, voilà. Voilà, comme fait Roland. Non, mais il avait dit qu'il ne fallait pas le faire. C'est pas chez moi. On a aussi une deuxième nastie, donc un deuxième mouvement naturel, celui-là qui existe sur Mimosa pudica, à savoir une nyctinastie. Nyctinastie, c'est quoi? C'est qu'elle Ça, c'est facile. elle se replie pendant la nuit. Les scientifiques qui sont des gens parfois bizarres, parce qu'on se dit pourquoi ils font ça, Ils sont parce qu'ils veulent facétieux, aller. hein. Non, c'est pas une question de facétieux, c'est d'aller jusqu'au bout de la connaissance. Bah oui. Ils ont essayé de mesurer quelle était la rapidité du mouvement et ce que ça pouvait faire comme parcours. Eh bien, en fait, la plante, en 1 seconde, elle fait 1 centimètre. Elle est quand même capable de faire ce mouvement-là, donc c'est important. Et les mouvements, les traumatismes qu'on lui fait subir, qui peuvent parfois faire une lésion, ça fait comme une sorte d'influx nerveux. C'est un courant qui va en permanence exciter les plantes et avec ces cellules dont j'ai parlé, qu'on appelle des cellules motrices, puisqu'elles vont accumuler l'eau et puis s'en débarrasser assez rapidement. Il y a une chose que vous avez pu remarquer peut-être, je crois, c'est que ça ne fonctionne que d'un côté. La plante va toujours se refermer de la même façon. Ah oui. Elle ne se refermera pas dans l'autre sens. Oui. Parce que, encore une fois, les cellules sont disposées de telle façon qu'on ne peut avoir qu'un seul mouvement. Mais ce que les scientifiques ont encore appris, c'est que le Mimosa pudica est doué de mémoire. Si on continue à frapper comme tu le fais, la pauvre plante, elle va arrêter parce que elle se rend compte, entre guillemets, qu'elle l'a fait pour rien, que c'était pas dangereux. Dans l'université de Florence, ils ont étudié ça, et ils ont réussi à se rendre compte que la plante était capable de mémoriser ça pendant 40 jours. Non mais attends, elle a un cerveau, elle a quoi? Ils ont calculé comment la plante réagissait. Mais on sait très bien que les plantes ont des mémoires, puisque on a par exemple des végétaux qui vont pousser dans une certaine direction et pas dans une autre, parce qu'ils savent très bien que c'est par là qu'il faut aller. Alors comment ils le savent? On est simplement en train d'effleurer la compréhension de ce truc-là, puisque de toute façon, notre mécanisme de fonctionnement intellectuel est très différent de celui des végétaux. La sensitive est une plante médicinale. Ah bon? Sous les tropiques, on l'utilise en infusion calmante. Pour les personnes qui dorment mal ou qui sont trop nerveuses, on prend un petit peu de sensitive. C'est une plante qui est assez intéressante aussi par ses fleurs. Elles sont roses violacées, ça fait un petit pompon, comme un mimosa. D'ailleurs, tout dufteux comme ça. Et ça, c'est assez joli. En revanche, la plante, quand elle commence à se développer, ça part un peu dans tous les sens. Une sensitive, c'est pas un taupière. Hein, en symbolique, évidemment, on est dans la pudeur. Et je vais vous raconter encore une histoire mythologique, parce qu'on raconte qu'une nymphe, qui était très belle, très sage, et qui était aimée d'un berger qui s'appelait Iphis. Et 4 jours avant son mariage, Iphis ne pouvait pas résister à sa passion, et il a poursuivi cette nymphe dans les bois. Pervers, hein. Au moment où elle est succombée, la jeune beauté appela à son secours le dieu Hymen, ça va vous dire quelque chose, qui la changea en sensitive, qui se dérobe à la caresse pour qu'elle échappe à ce berger. Et Hymen, ça vous dit aussi quelque chose, puisque c'est le nom de la virginité de nos jeunes filles. On disait aussi que glisser dans le turban ou suspendu au-dessus du lit, la sensitive permettait de se protéger contre les sorts et la magie. Ah. Maintenant, à vous de jouer. Comment on cultive ça? Alors mal, après apparemment, puisque Marc n'en a jamais eu. J'en ai eu une fois, et puis je sais pas, oui, ça n'a pas duré longtemps. Si non. tu dis qu'il faut arroser sans cesse, c'est un vrai boulot là. Moitié terreau, moitié terre de bruyère. Un bon terreau, la vraie terre de bruyère, qui elle contient pas mal d'impuretés, va apporter le drainage qui est indispensable pour ça. En revanche, très très marrant, c'est de les semer. On trouve de la graine dans le commerce, ça se sème très bien en terrine, à la maison, et ça va vous faire des bébés sensitifs qui sont déjà réactifs quand ils sont tout petits. C'est marrant. 18 degrés, c'est limite, mais 22-24 degrés, vraiment, ça se développe très très bien. Ça germe en une quinzaine de jours, généralement. Mais c'est de la famille du haricot, en plus. Ah, c'est une femme, bien sûr. Attention au cochenille là-dessus.
Et puis on va terminer par un petit poème, simplement, pour vous dire, sur la sensitive poétique. Une plante au prodige, à l'éclat de ses charmes, unie de la pudeur, les tilleuls alarmes. Si d'un doigt indiscret vous osez la toucher, tout s'agite, la feuille est prompte à se cacher. Et la branche mobile aux mêmes lois fidèles s'incline vers la tige et se range auprès d'elle. Oh, c'est beau, c'est monsieur Richard Louis Castel, qui est du XVIIIe siècle. Bravo, monsieur Castel. Bah oui, hein. Voilà. Il résume tout. Et ben ça résume tout et ça aura résumé notre émission. Merci de l'avoir suivi avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Marc, merci beaucoup d'être venu ici. J'espère que tu as passé un petit moment sympa. Très agréable. Et on rappelle Trouve Plante. Ben voilà. Donc, surtout une chose à se rappeler, c'est ça. On l'a pas dit. C'est complètement du bénévolat. Vous y allez. Ah oui, c'est gratos. C'est totalement gratuit. Oui. Donc on a fait de la publicité gratuite pour quelque chose de gratuit. Donc on en est très très fiers. Voilà. L'éthique est sauve. Oui. Roland, avec son grand sourire, il était là, toujours bien en forme. Notre ami Stéphane, là derrière, il nous a fait un son prodigieux, je suis sûr. Et puis Miguel, imperturbable au milieu de toutes ces caméras, là, il est tout content. Et nos jardinières n'étaient pas là, donc on les salue quand même. De même que notre petite perle, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.